Voilà, donc merci beaucoup au FOD de m'accueillir ici et de... Je peux dire au Jacques, parce qu'il y a un lot, on est un certain nombre à porter ce prénom remarquable. Voilà, oui, c'est entre Jacques, et vous savez, c'est du réseau Inter-Jacques. Bah, les frères Jacques ont disparu, mais nous on est encore là, donc profitez-en. Alors, dans ma présentation de ce matin, d'abord je vais essayer de faire aussi court que possible, puisque je peux parler de ces sujets, certains d'entre vous le savent. 15 jours sans manger, sans dormir, sans boire, puisque j'ai la chance d'avoir comme loisir mon métier. Donc c'est formidable, je suis ravi. Donc je vais essayer de faire court pour qu'il y ait du temps, pour que vous puissiez faire vos remarques, poser des questions, échanger. Dans ma présentation de ce matin, je ne parlerai pas spécifiquement du décret qualité, de ses conséquences, etc. Mais bien sûr, vous pourrez aborder cette question tout à l'heure. Ce que j'ai entendu, moi, ce matin, je regrette beaucoup. J'étais en intervention à Bordeaux hier et je n'ai pas pu être présent avec vous. Et je le regrette car j'ai beaucoup de choses à apprendre et ce matin, ce regret est encore activé. Néanmoins, j'ai entendu ce matin dans les groupes de travail, au fond, avec mon oreille un peu de béotien, on parlait beaucoup de confiance. Ce qui est un peu aussi le sujet de la qualité et de la certification, on parlera de ça tout à l'heure, établir une relation de confiance. Et je suis toujours étonné et ravi de constater que malgré tous nos progrès, le sujet des relations humaines reste central, puisque pour établir la confiance, il faut établir des relations humaines. Hein, voilà. Et donc c'est peut-être ça la prochaine spécialité, c'est travailler sur les relations humaines et les compétences sociales. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur l'innovation et la qualité. Je vais vous mettre dans un entonnoir pour finir par vous parler de l'ISQ-PQF et de son dispositif de certification. Néanmoins, j'ai pensé qu'enfoncer quelques portes ouvertes était une bonne idée, et notamment retravailler les définitions de innover, de inventer. Vous avez remarqué qu'on ne parle plus beaucoup d'invention, mais qu'on parle beaucoup d'innovation. C'est le sujet de notre prochain colloque de philosophie, inventer ou innover. Et puis aussi revisiter la définition de la qualité. Je vous ai évité la définition de l'ISO 9001 que vous connaissez tous. Pour dire que innover, au fond, c'est faire du neuf avec du vieux, bousculer un peu les choses établies, inventer, c'est plutôt une espèce de création originale. Et la qualité de choses, on peut dire que c'est une propriété de quelqu'un ou de quelque chose, bonne ou mauvaise d'ailleurs. Hein. Et puis, c'est aussi l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire des personnes ou des organisations qui sont concernées par ce produit ou ce service, la formation professionnelle pour ce qui nous concerne. Alors, est-ce que, je me suis demandé, est-ce que la qualité, la certification, etc., ça bridait l'innovation, puisque c'est souvent vécu, la qualité, comme quelque chose de normatif au sens de prescripteur, d'empêcheur, de faire des choses nouvelles, etc. Et j'ai abordé la question en me disant, au fond, puisqu'on a dit que la qualité, c'est notamment l'aptitude d'une formation à satisfaire des gens qui sont concernés par la formation, en qualité, on parlerait de parties intéressées, vous savez, c'est-à-dire que tous les gens qui ont une action sur le sujet, les bénéficiaires, les commanditaires, les financeurs, la société civile, la banque, le fisc, toutes les parties intéressées par la formation. Qu'est-ce qu'on fait quand cette formation ne satisfait pas les parties intéressées? Alors c'est un peu une astuce. Donc au fond, avec la définition que j'ai donnée tout à l'heure, quand la formation ne satisfait plus ces parties intéressées, ben, c'est qu'elle est de mauvaise qualité. Hein, puisque la qualité, on le verra tout à l'heure, c'est un jugement objectivé sur quelque chose, donc c'est relatif. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien voilà, ce qu'on peut faire, c'est innover ou inventer. Et j'utilise cette astuce pour dire que, selon moi, en tout cas, il n'y a pas du tout de contradiction entre la qualité et l'innovation. C'est même... la qualité, c'est la capacité à innover pour continuer en permanence à satisfaire les parties intéressées. Et pour ça, il s'agit de changer quelque chose, de modifier des choses. Donc les acteurs, les moyens,
le lieu, l'espace, le temps, et donc peut-être de faire de la multimodalité. Voilà. Et donc d'être capable de jongler avec tout ça pour continuer à satisfaire les parties intéressées. Je pense que le prochain sujet dont nous parlons tous, bien sûr, le prochain sujet, c'est les résultats. Hein, c'est-à-dire que la qualité de quelque chose, c'est ce qu'elle produit. Et donc, en l'occurrence, en formation, c'est ce que ça produit à chaud et aussi à froid. Je pense que c'est un sujet qui va venir sur le devant de la scène vraiment, parce que je pense que notre marché, au sens sociologique, y est prêt ou presque prêt. Alors, je parle d'évaluer le professionnalisme, je reviendrai là-dessus dans un moment. Au fond, ce qu'on fait à l'ISQ, au PQF, c'est évaluer le professionnalisme. Hein, c'est-à-dire qu'on atteste du professionnalisme d'un organisme de formation. Et je continue mes astuces. Hein. C'est porter un jugement objectif sur la capacité de cet organisme à inventer ou à innover pour satisfaire ses parties intéressées. Et donc, c'est un peu une pirouette pour me mettre dans le sujet, mais au fond, je pense que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va, dès le positionnement, pendant la formation, à l'issue de la formation, essayer de tenir ses promesses, pour le dire encore autrement. Et pour faire ça, il faut être capable d'innover en permanence, être capable d'utiliser différents moyens, différents lieux, différents espaces, pour être dans le coup. Je vous ai mis sur cette diapo ce que nous regardons à l'ISQ au PQF quand nous certifions. Et il me semble que ce que nous regardons, c'est justement les différents endroits où l'innovation et où l'invention est possible. Essayez d'éviter de me tourner tout le temps, parce qu'il paraît que c'est les mauvais consultants, les mauvais formateurs qui regardent leur slide tout le temps, mais ça doit être mon grand âge, je commence à avoir du mal à voir les écrans. Alors, ce que nous regardons, c'est la carte d'identité juridique de l'EF, hein, son statut, etc. Puisque, bien sûr, on va se concentrer sur... Au fond, on n'en parle pas comme ça, l'ISQ, mais moi, j'aime bien parler de la promesse. Donc, quelle est la promesse? Et donc, en fonction... C'est-à-dire, qu'est-ce que je promets à la société, aux gens en général? Et donc, en fonction de cette promesse, le statut de l'organisme de formation est très important. Est-ce que je suis une association, une URL, une SAS, une SASU, etc. Donc on va regarder ça pour en tenir compte dans notre évaluation de la qualité de la prestation de l'organisme de formation et de son professionnalisme. On va garder bien sûr la carte d'identité économique, géographique, sociale de l'EF. On est installé où, pourquoi, on gère la pérennité de l'organisme de formation de quelle manière, et on travaille comment avec ses salariés, ses parties prenantes, les travailleurs indépendants, etc. Toujours en fonction de cette idée de quelle est la cohérence du dispositif. Attester du professionnalisme, au fond, c'est regarder si tout le fonctionnement de la structure jusqu'à la délivrance de son service de formation est cohérent en fonction de cette promesse qu'on a, cette vision qu'on avait au départ. On va regarder la conformité réglementaire et conventionnelle. Donc aussi bien réglementaire au sens de la formation professionnelle, et il y en a de la réglementation en formation professionnelle, mais aussi le respect du droit du travail, de vérifier si les formateurs disposent des habilitations. Et en ce qui concerne l'innovation, nous remarquons que, en fait, si on regarde ça comme une possibilité d'innover, il y a des choses à faire dans ce domaine, au-delà de la stricte observance de la conformité, comme parfois on peut le constater sur le terrain dans les organismes de formation. Il y a des choses à faire. Nous allons observer l'organisation des moyens humains et matériels. Je prétends faire des formations à la conduite d'engins de levage. Je vérifie que les formateurs ne sont pas seulement horticulteurs. Ça n'existe pas dans les organismes de formation qui sont ici, mais je ne cite pas cet exemple par hasard, je l'ai rencontré. On va regarder comment l'organisme communique avec l'ensemble de ses parties intéressées, quelle stratégie il met en place pour se développer. On va regarder s'il y a une démarche de qualité globale, et là, tout est possible. Je dis à cette occasion qu'au fond, nous,
à l'ISQ-PQF, nous n'avons pas d'idée arrêtée sur ce que c'est un organisme de formation professionnelle. Et on est d'ailleurs régulièrement surpris par la capacité d'innovation des organismes de formation. On attend que l'organisme de formation nous montre en quoi il est professionnel, c'est-à-dire en quoi il met un dispositif global cohérent pour tenir sa promesse auprès de ses parties prenantes. Et puis, bien sûr, c'est une des spécificités, je vais revenir dans une seconde, de l'OPQF. On certifie le fonctionnement global de l'organisme de formation et on va le certifier dans des spécialités de formation. Il y en a 26 aujourd'hui, puisqu'on considère que former à la bureautique, ce n'est pas la même chose que former au management, former au CACES, enfin, etc. Donc il y a des usages, des règles de l'art à un moment donné, et on vérifie que l'organisme de formation respecte ces règles de l'art, ou au contraire, s'il innove dans le domaine. Alors les voilà, je vais passer rapidement. En fait, pour parler de spécialité de formation, on utilise depuis un certain temps maintenant, mais c'est assez récent, le code ROM. Il y avait jusqu'à récemment 22 domaines qu'on avait un peu inventés, justement, à l'ISQ-PQF, et pour des raisons de communication avec nos parties intéressées et pour les satisfaire, vous voyez que nous aussi, on est dans cette démarche d'innovation, nous avons décidé de passer aux 26 spécialités du code ROM. Je vais vous parler maintenant de ce que nous regardons en résumé. Et je n'ai pas pu m'empêcher de mettre quand même les critères du décret. Vous voyez, j'ai dit que j'en parlais pas, mais c'est le sujet du jour. On va se focuser sur quatre niveaux. La réglementation, ça va sans dire. Depuis 1994, date de la création de l'ISQ OPQF, des gens présents ici s'en souviennent. Jacques. Le PQF regarde la réglementation et toute la réglementation, pas seulement la partie que le décret prescrit aux financeurs. Nous regardons les moyens humains, économiques et matériels qui sont mis en œuvre pour satisfaire les parties intéressées. La capacité de l'organisme à concevoir, animer et évaluer une action de formation, et puis la satisfaction des clients. Et en l'occurrence, plus ça va, et plus on élargit ce champ des clients, puisque client l'entend au sens de la qualité. Et tout à l'heure, vous avez vu presque comme une blague, mais nous allons y arriver, je parlais du fisc et de la société civile. Et au centre de ce diagramme, vous avez un modèle de certificat qualité délivré par l'ISQ-PQF. Alors comment on met en musique cette façon de regarder le fonctionnement des organismes de formation? Eh bien, c'est en étant animé dans toutes nos instances de décision par 3 collèges. Un collège de l'offre de formation, c'est-à-dire qu'il y a des dirigeants d'organismes de formation qui siègent dans toutes nos instances, et donc ils sont en mesure de nous dire, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, vous n'en faites pas assez, vous en faites trop, vous êtes dans le juste milieu, il y a un nouveau sujet qui arrive en qualité, il faudrait que vous en occupiez à l'ISQ-PQF. Un collège intérêt général, je vous montrerai la liste tout à l'heure, là aussi où un certain nombre de représentants peuvent représenter la société civile, éviter qu'on devienne un organisme de certification de boutiquier, si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, des représentants des clients et des partenaires. Vous verrez qu'il y a quelques OPCA dans nos instances, là aussi, parce qu'ils ont, bien sûr, toutes ces parties prenantes ont des choses à dire. Et au fond, elles sont déjà dans nos instances, donc elles permettent de réguler notre activité. Et puis, depuis 2010, nous sommes assez contents d'avoir obtenu l'accréditation du COFRAC. Tout le monde connaît le COFRAC, mais s'il reste quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est un certificateur de certificateurs, c'est une instance publique qui vérifie que nous certifions les organismes de formation avec équité, impartialité et indépendance, puisque c'est le risque de la certification, c'est qu'on finisse par faire des passe-droits ou s'arc-bouter sur des positions. Là, il y a une espèce d'autorégulation depuis 2010. Je vais vous présenter le conseil d'administration. Je ne vais pas vous les citer, mais vous les avez devant les yeux. Donc, c'est le conseil d'administration de l'ISQ. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'association loi 1901 à but non lucratif que nous sommes s'appelle l'ISQ, l'Institut de qualification des services intellectuels.
Et à l'intérieur de cet institut, il y a deux instances. Une instance qui certifie les cabinets de management, dont je ne vous parlerai pas ce matin, et une instance qui qualifie, qui certifie les organismes de formation, l'OPQF, dont je vous parle ce matin. Et vous voyez que dans ces instances, il y a des représentants, comme je vous le disais tout à l'heure, des prestataires de formation. En l'occurrence, comme c'est l'ISQ, il y a des cabinets de conseil en management et des organismes de formation, des clients, vous voyez qu'il y a pas mal d'OPCA, et puis des représentants de l'intérêt général. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez postuler pour faire partie de ces instances, il suffit d'en parler, de suivre la formation obligatoire pour travailler comme bénévole à l'ISQ, et vous serez bien sûr les bienvenus. Donc voilà pour le conseil d'administration. Et puis, je vais vous parler du comité de qualification à présent. Le comité de qualification, c'est l'instance finale qui va dire oui, non, on délivre le certificat à l'organisme de formation. Prestataire, client, intérêt général. Donc je dois à l'honnêteté de dire que vous voyez que la DGEFP fait partie de nos instances. J'ai l'autorisation de la DGEFP de la nommer, mais bien sûr, ils ne viennent plus depuis plusieurs mois à nos réunions pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Ils ne souhaitent pas qu'on puisse imaginer qu'ils soutiendraient un certificateur plutôt qu'un autre. Mais enfin, comme nous avons un protocole depuis 1994 avec et le ministère de l'Industrie et le ministère du Travail, ils acceptent qu'ils soient cités puisqu'ils ont un siège. Je reviendrai tout à l'heure sur le déroulement de la procédure de certification. Je vais vous parler des spécificités de l'OPQF. D'abord, nous sommes une association loi 1901. Il y en a d'autres, hein, mais il n'y a pas que ça, donc je le cite. Tous les permanents et les bénévoles et les membres du conseil d'administration suivent une formation à ce qu'est attesté du professionnalisme. Et puis aussi, nous cherchons à homogénéiser les pratiques d'audit pour que les instructeurs, qui sont tous des bénévoles, les auditeurs, qui sont des bénévoles et des dirigeants d'organismes de formation, eh bien, comme on a chacun, vous devez être comme ça aussi, on a chacun nos marottes. Hein. Il y a le spécialiste du contrôle de gestion et le spécialiste de l'ingénierie pédagogique, chacun imaginant que c'est le plus important pour attester du professionnalisme. Et donc, on essaye d'homogénéiser un peu les pratiques dans ce domaine. Une autre spécificité, c'est que le certificat est valable 4 ans. Habituellement, certification, c'est 3. Depuis 1994, l'ISQ-OPQF certifie pour 4 ans. Nous maintenons ce délai, puisqu'on considère que voilà, pendant ce délai, votre marché va bouger, vos clients vont bouger, votre structure va être modifiée. Il sera nécessaire de revenir et de remettre l'ouvrage sur l'établi. Et puis, certificat valable 4 ans et une vérification annuelle. Une de nos particularités, c'est que les auditeurs travaillent beaucoup en amont. C'est-à-dire que vous connaissez comme moi des certificateurs qui vous téléphonent et qui disent au moment de l'audit, on vous demande de mettre à notre disposition un certain nombre de documents. Pourquoi pas faire comme ça? Pour ce qui concerne le PQF, on va travailler beaucoup sur le dossier que vous allez nous remettre avant le rendez-vous, ce qui fait que l'audit sur site, puisque maintenant il y a un audit sur site systématique, dure moins longtemps qu'avec d'autres certificateurs. Alors, vous voulez que je vous parle comment se déroule la procédure de certification? Oui, vous voulez, bien sûr, vous voulez. Bon, ben, je vais le faire, alors. Est-ce que, si vous voulez bien jouer avec moi, qui a un certificat OPQF dans la salle? Ok, merci beaucoup, bravo. Qui a un autre certificat qualité d'organisme de formation? Oui, on peut en avoir plusieurs, hein. Ok. Et qui ne veut pas de certificat qualité? Ça change. Ils n'osent rien dire, mais quand même. Il y en a qui réfléchissent. Avant juin 2015, il y avait des mains qui se levaient quand je posais cette question. Alors, je vais vous parler de la procédure de certification. Alors, quand l'organisme veut s'engager dans cette démarche, il va appeler l'OPQF et on va lui envoyer un document d'auto-positionnement pour lui permettre de savoir si c'est une bonne idée de continuer cette démarche.
l'organisme de formation peut se rendre compte que, au fond, par rapport à sa stratégie, à la cohérence dont je parlais tout à l'heure, globale, c'est pas une bonne idée d'être certifié par l'ISQ-PQF. On perd à peu près, enfin je dis perdre parce que ça nous fait toujours de la peine de voir des gens aller ailleurs, mais 7% des organismes de formation disparaissent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on donne un document pour se faire du tort, en quelque sorte. Si l'organisme de formation maintient sa demande, on va vérifier avec lui qu'il répond à 2 critères. D'abord, il fait au moins 76 000 € de chiffre d'affaires par an. Notre gouvernance a décidé de ce montant, car on pense qu'il faut un peu de trésor pour assurer le SAV, je parle comme un professionnel de la profession, et qu'en dessous de ce montant, il devient difficile de tenir sa promesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre en ordre de marche pour la tenir, bien sûr. Et nous avons d'ailleurs un certificat qu'on appelle probatoire qui dure 1 an pour les organismes qui souhaiteraient néanmoins être certifiés, mais il n'est pas dans la liste du CNEFOP, puisque le Graal, c'est quand même être dans la liste du CNEFOP en partie. Hein. Mais voilà, on accompagne les organismes de formation en leur demandant de venir nous voir quand ils atteignent ce montant. Il y a d'autres certificateurs qui ne se limitent pas à ce montant. Et puis, je vous disais tout à l'heure qu'on va regarder le fonctionnement global de l'organisme de formation et aussi comment il délivre son service par spécialité de formation. Et pour demander une spécialité de formation, il faut réaliser au moins 35 000 € de chiffre d'affaires par an. C'est pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on considère que l'activité dans la spécialité devient significative à partir de ce montant-là. Ça pourrait changer. On compte sur nos parties prenantes dans nos instances pour nous indiquer si ce montant est trop élevé, pas assez élevé, etc. C'est un débat qui existe depuis un moment. Une fois que tout ça est vérifié, le dossier est recevable. Ouf! Donc on va donner un code d'accès sur un drive. On utilise Google Drive à cette partie-là de l'instruction du dossier, et l'organisme de formation va pouvoir déposer un certain nombre de documents et de courriers sur les sujets dont je vous parlais au début, la fiche signalétique de l'organisme de formation, son organisation interne, etc., les CV de sa CVTech, etc. Et on a été agréablement surpris à la sortie du décret, puisque en fait, le décret fait partie de la qualification au PQF depuis 1994. Donc on a pu rassurer les organismes qualifiés, et elle va transmettre dans le même temps le dossier à un auditeur, un code d'accès sur le Google Drive, qui va pouvoir donc contrôler au fur et à mesure l'arrivée des documents et savoir à quel moment le dossier est complet. Pour nous, un dossier complet, c'est un dossier où il y a un certain nombre de pièces minimum. On ne demande pas à l'organisme de formation de fournir d'un coup, en 2 jours, l'ensemble des documents. Il prendra le temps qu'il veut. J'ai rencontré il y a 3 semaines un organisme qui m'a dit « ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le dossier et on pense vous le finir cette semaine ». Donc 2 ans et demi, c'est très très long. Hein. Surtout qu'il était obligé de revoir la plupart des documents, puisque 2 ans et demi, beaucoup de choses avaient changé. L'instructeur, l'auditeur. L'instructeur, c'est notre jargon interne, puisqu'on instruit des dossiers. L'auditeur va regarder l'ensemble de ces pièces. Vous allez avoir son nom. Vous pourrez le récuser quand il ne s'auto-récuse pas. Depuis 20 ans, il y a très peu de récusation par les organismes de formation, puisque les causes, on est concurrents sur le marché. Rappelez-vous que ce sont des dirigeants d'organismes de formation qui connaissent vos spécialités de formation. Donc en fait, souvent, l'auditeur, vous le connaissez. Hein. Et donc il va souvent s'auto-récuser. Il n'a pas besoin... voilà, il y a très peu de remarques là-dessus. Et il va prendre rendez-vous avec vous pour, une fois qu'il aura instruit votre dossier, venir vous voir, poser les dernières questions, vérifier un certain nombre de choses sur place. Et une fois qu'il aura terminé son instruction, il va émettre un avis, et seulement un avis, et on va lui retirer l'accès à votre dossier. On a mis en place des dispositifs de sécurisation des informations que vous nous donnez aussi pointus que nous pouvons le faire, car on sait bien que vous nous fournissez des informations hyper confidentielles. Donc elles sont cachées. Quand on était en la version papier, je ne savais pas moi-même, et beaucoup de gens à l'ISQ ne savaient pas où étaient stockés vos dossiers. Quelqu'un le sait, cette information existait, mais elle n'était pas diffusée de manière à rendre le plus confidentiel possible les informations que vous nous aviez données. Cet auditeur va donc émettre un avis. Il va être favorable, défavorable, ou il va proposer un complément, une demande de complément d'informations sur les sujets dont je vous parlais tout à l'heure. Et il va les présenter, il va faire un rapport d'audit.
c'est assez classique. Et il va présenter votre dossier à... C'était 35 au moment où j'ai fait le diaporama. J'ai repris la même diapo, je ne l'ai pas corrigé hier soir, vous m'en excuserez. C'est 40 aujourd'hui, ce sera 50 bientôt, 60 l'année prochaine. Car pour tout vous dire, je le disais à quelques-uns d'entre vous en aparté ce matin, nous recevons depuis le mois de juin, merci le CNEFOP, merci l'État, merci le législateur, nous recevons tous les mois 1 an de dossier. C'est-à-dire que tous les mois, depuis le mois de juin, nous recevons 1 mois de dossier de 2014 et 2015. Voilà. Donc on a changé de système d'information, on est passé sous Salesforce, on a déménagé, on a embauché, on a de nouveaux bénévoles. La bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui douteraient peut-être de ça, c'est qu'on s'est posé beaucoup de questions, la gouvernance s'est posé beaucoup de questions sur notre modèle. Est-ce que le modèle associatif avec des bénévoles, c'était quelque chose d'encore de durable, compte tenu aussi de l'augmentation du volume de l'activité? J'ai passé une annonce sur les réseaux sociaux et en 4 jours, il y avait 40 dirigeants d'organismes de formation qui souhaitaient devenir instructeurs à l'EPQF. Voilà. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Pas que pour l'EPQF, c'est une bonne nouvelle en général. Comme on le sait, dans ce pays, il y a beaucoup de bénévoles dans beaucoup d'associations. Et donc, ces 40 auditeurs ont lu le rapport de synthèse. C'est des professionnels de la profession, ils ont des choses à dire sur le dossier du postulant, et bien sûr, on ne tiendra. Ils peuvent émettre des avis, et on papote beaucoup dans nos commissions. Vous savez, on aime bien, dans nos métiers, dire du bien ou parfois du mal d'organismes de formation qu'on connaît. Et bien sûr, on ne tiendra compte que des faits avérés, des pièces apportées, etc. On ne se contente pas des rumeurs, ou même parfois des choses qui sont... de l'ordre de la conviction pour beaucoup des acteurs, mais on est en France, hein, donc tant qu'on n'a pas de preuves, on n'instruit pas à charge. Et cette commission, qui donc là, c'est ce que nous appelons à l'ISCE-PQF, la reconnaissance par les pairs. C'est très important depuis 1994, c'est vraiment la spécificité de la spécificité, puisque cette instance va émettre un avis très important, c'est la profession, en tout cas les représentants de la profession, qui vont donner leur point de vue sur la délivrance du certificat. Mais cette commission émet un avis, c'est-à-dire c'est pas la République des petits copains et on ne se certifie pas entre professionnels de la profession. On va émettre l'avis, le président de la commission va défendre les dossiers, il y en a beaucoup en ce moment, auprès de notre comité de qualification dont je vous parlais tout à l'heure, qui est composé des 3 collèges, intérêt général, client et prestataire de services. C'est ce qui, en plus du COFRAC, nous pensons, garantit l'équité, l'impartialité et l'indépendance de la délivrance du certificat. Pour cela, on utilise un certain nombre de documents de référence. D'abord une norme qui est commune à tous les organismes de qualification d'entreprise. On utilise la même norme, pas dans les mêmes conditions, mais que peut-être vous connaissez, Calibat, Califelec, Calipropre, Calisport, etc., qui sont aussi des organismes de qualification d'entreprise. Il faudra un jour qu'on fasse un colloque sur les OQE, parce que c'est quelque chose dans ce pays, les OQE. C'est une spécialité française. Quand j'étais chef de la délégation française à l'ISO pour les services de formation, les Australiens et les Chinois étaient très intéressés par notre modèle OQE. Je pense que c'est un modèle un peu pionnier qu'on comprend mal en France, parce qu'on s'est habitué à la façon, comme on disait dans les manufactures, à la façon anglo-saxonne. C'est pas dire du mal de cette façon-là de faire les choses, bien sûr, mais je pense qu'on est assez pionnier et qu'en fait, on va vers ça, j'ai l'impression. Un référentiel de qualification, c'est quand même la moindre des choses. Il est public, ce référentiel, vous pouvez bien entendu le consulter. Je dis bien entendu, mais tous les certificateurs ne le rendent pas public. Un guide de l'instruction, qui n'est pas public, parce que ça c'est le cœur de notre réacteur, c'est ce qui permet aux auditeurs d'homogénéiser leurs pratiques d'instruction et d'audit des dossiers, et c'est ce qui nous permet aussi de vérifier que la façon d'éditer est faite de manière régulière et équitable pour tous les organismes de formation. Comme nous sommes cofraqués, vous savez, il faut être CNEFOPé, cofraqué et maintenant datadocké. Comme nous sommes cofraqués, bien sûr, nous avons un système de management de la qualité, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. Enfin,
on espère, c'est vous qui le dites, et un code de déontologie. Comme nous avons beaucoup d'informations confidentielles, tous les permanents, les bénévoles et les prestataires de l'ISQ, la société qui fait le ménage à l'ISQ-PQF a signé ce code de déontologie, de manière à ce que ce qui peut traîner sur les bureaux ne soit pas diffusé à l'extérieur. On est très vigilant là-dessus. Et je vous l'ai dit, un certificat qui dure 4 ans avec une vérification annuelle. Il y a une question qui se pose. Combien ça coûte? Exactement, Jacques. Combien ça coûte? Car ça coûte. Alors, je vous ai mis, et j'arrive à la fin de mon intervention, vous allez pouvoir, à votre tour, intervenir, émettre des remarques, etc. Donc, je vous ai mis le tableau général, ce qui fait que c'est général, donc c'est inutilisable. Il est sur notre site internet. J'ai un petit truc spécial pour vous juste après, un peu plus précis. Vous avez droit à 10%. Oui, c'est ça, oui. Je vous offre un porte-clés ISQ si vous signez avant que je m'en aille, oui, c'est ça. Non, on ne fait pas comme ça, le PQF, on est droit dans nos bottes. Donc, il y a une formule qui s'applique qui est en bas du tableau. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça coûtera au minimum 765 €, mais que ça peut coûter 765 € si l'organisme de formation réalise 76 000 € de chiffre d'affaires par an. Et il y a une partie variable, enfin vous voyez à peu près ça sur le tableau qui est devant vous, mais nous avons plafonné cette partie variable, ce qui veut dire que pour un organisme de formation qui n'a qu'un seul site, ça ne lui coûtera pas plus qu'un peu moins de 5 000 €. Voilà, je suis précis et technique, puisqu'il faut bien parler d'argent. Parce que par rapport à l'EPQF, comme vous savez, on existe depuis plus de 20 ans, et parfois on parle de nos amis et néanmoins concurrents comme étant low cost. En fait, je voudrais que vous vous rendiez compte que le low cost, c'est nous. Et bien sûr, il y a le prix de votre demande initiale. Vous voyez, c'est la première fois qu'on demande. Il y a un prix pour l'audit et l'instruction. Tous les ans, au moment de la vérification annuelle, il y a un petit quelque chose à nous régler pour qu'on puisse faire notre travail. Et puis, tous les 4 ans, on remet tout sur l'établi. Et alors, voilà le petit truc spécial que j'ai fait pour vous. Si vous avez un organisme de formation, sortez vos appareils photo. Hein. C'est le coût sur 4 ans. Donc c'est une nouveauté de l'OPQF, on n'aimait pas trop communiquer là-dessus jusque-là. Françoise sort son appareil photo. Donc si vous, j'ai fait un... vous voyez, j'ai regardé non seulement par chiffre d'affaires, mais également j'ai essayé de trouver des montants qui correspondent en gros à l'activité de la plupart des organismes de formation. Donc, je ne vais pas vous vendre, je ne suis pas venu vous vendre de l'ISQ-PQF. C'était pas l'idée. Hein. Non, voilà. Surtout que je vous ai dit qu'on a tous les mois 1 an de dossier. Donc à la limite, je pourrais faire ma starlet. Mais c'est juste pour que vous soyez informés, on est une association. J'ai jamais vu autant d'appareils photo. Quel succès. Ouais. Est-ce qu'il y a des concurrents de l'OPQF dans la salle? Ne prenez pas de photos. Oui, c'est vrai. Merci. Non, mais c'est un concurrent. On a dit que vous faisiez partie des gentils concurrents, vous. Les APP. Ok, voilà un certificat de qualification PQF qui comporte toutes les mentions habituelles dans ce type de certificat, les sites qui sont... Alors oui, pardon, excusez-moi, c'est très important parce que c'est pour ça qu'on communique assez peu sur les tarifs. Parce que bien sûr, je vous ai donné des tarifs à titre indicatif, monosite. Le nombre de spécialités n'est pas en compte, que vous choisissiez une spécialité ou 26 spécialités, ça vous coûtera la même chose. Mais par contre, si vous êtes multisite, nous avons aussi plein de questions en ce moment sur la certification de réseau avec des entreprises qui n'ont pas forcément le même numéro de SIRET, avec parfois des coordinations pédagogiques décentrées, pas mutualisées, etc. Donc tout ça... pour qu'on puisse, nous, attester du professionnalisme de l'organisme de formation du réseau, on est obligé de voir avec vous, et on fait comme beaucoup de certificateurs, on fait des racines carrées de site, etc. Et donc là, on fait des devis parce que c'est un peu particulier. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus cher, mais je ne voudrais pas que vous me disiez la semaine prochaine en me téléphonant, ce n'est pas le montant que j'ai vu dans votre tableau. Alors bien sûr, dans l'univers... Vous m'excuserez pour ce... C'est assez arrogant comme diapo. En fait, nous sommes on le dit jamais, mais on est le leader français de la certification des organismes de formation. Mais comme on est une association en 1901,
On ne fait pas les malins là-dessus, mais il y avait 1200 certifiés au moment où j'ai fait la diapo. Il y en a 1400 aujourd'hui. Notre concurrent direct, on a 160. 1400, 160. Quand je dis qu'on est le leader français de la certification, ce n'est pas une méchanceté. Hein. C'est un fait. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a une champignonnière depuis le CNEFOP. On voit apparaître des nouveaux certificats en rapport avec le décret. C'est très bien pour plein d'organismes de formation. Et enfin, je vais dire c'est très bien, et je vais dire pourquoi je trouve que c'est pas très bien aussi. C'est très bien parce que du coup, ça permet à beaucoup d'organismes de formation de se mettre dans des démarches qualité, et ça, c'est une excellente chose s'ils l'ont pas encore fait. Ce qui est moins bien, c'est que la profession, la Fédération de la formation professionnelle et d'autres acteurs se bagarrent depuis des années pour que la certification soit lisible par les parties intéressées des organismes de formation, justement. Comme vous le savez aujourd'hui, enfin jusqu'au 1er décembre, il y avait 21 certificats dans la liste du CNEFOP. Ça fait beaucoup pour le marché. Oui, c'est pour ça que je dis jusqu'au 1er décembre. Il y en a combien, Françoise? C'est ça. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc on va arriver à 30 et sans doute l'année prochaine, je ne sais pas, Jacques, ce que tu en penses, mais... Attends, Jacques. Parce que, y compris la déléguée générale à l'emploi et à la formation, souhaitait qu'on freine, voire qu'on arrête de référencer. Et il semble que la loi, telle qu'elle est faite, ne permet pas au CNEFOP d'arrêter. Et si jamais on dit à un organisme, c'est fini, on a arrêté la liste, c'est trop tard, on est contre la loi. Ils peuvent nous attaquer et donc on essaye plutôt de freiner, mais on n'y arrive pas. Enfin, donc le nombre va encore augmenter. Le sujet, c'est le droit de la concurrence, parce que oui, la nouveauté qu'a amené le décret, la loi de 2014 et son décret qualité, c'est la création d'un marché de la certification, qui est un marché extrêmement dur. Vous voyez, il y en a un qui fait à lui tout seul 1200 certificats, et puis il y a tous les autres qui veulent. Et c'est une vraie bataille concurrentielle, avec des batailles de prix, éventuellement des coups fourrés, parce que tous n'ont pas le sérieux de l'OPQF. Et en tout cas, c'est vraiment un marché brûlant, on peut dire. Et puis il y a dedans d'ailleurs des choses qui ne sont pas exactement des organismes de certification, qui sont plutôt des références. On a parlé des APP, on a parlé de l'école de la deuxième chance, c'est des labels de réseau, un peu autre chose. Mais... Merci Jacques, oui, en effet. En effet. Donc ça va être compliqué, vous voyez, quand il y en aura 50, 60 dans la liste, de dire bonjour monsieur le client ou bonjour monsieur le bénéficiaire. Alors moi je suis certifié par Tartampion, mais je vous expliquais que dans mon périmètre de certification, j'ai mis des trucs que les autres mettent. C'est-à-dire on ne va plus rien y comprendre. Enfin, en tout cas, il y a un risque, quoi. Hein. Ou alors qu'on fasse l'effet label rouge. Vous savez, quand vous achetez du poulet label rouge, vous ne savez pas ce que c'est, mais ça... Je crois qu'on va commencer à discuter. Super. Je voudrais rajouter quelque chose. C'est que la preuve d'une bonne référence du CNEFOP, parce qu'il va falloir que les structures de financement, puisque c'est à elles que ça s'adresse, elles vont forcément, à la longue, être amenées à distinguer les meilleurs et les moins bons. Et il y a quelque chose dont on parle beaucoup trop dans le monde de la formation, c'est les OPCA. Alors, je le rappelle, ça ne s'adresse pas uniquement aux OPCA. Tous les autres financeurs de la formation ont à appliquer le décret qualité, et de ces côtés-là, que ce soit les régions, que ce soit le pôle emploi, etc., on entend fort peu de choses. Je veux dire, on a l'impression, dans tous les dialogues qu'on a au CNEFOP, etc., que c'est quelque chose pour les OPCA. Ça n'est pas que pour les OPCA. Les OPCA ont toute leur place, bien entendu, mais et on va voir aussi ce qui se passe avec les autres. Oui, surtout Jacques. Par exemple, Languedoc a son propre système maison
Françoise. Le sujet, c'est pas de discuter des organismes de qualificateurs. Non, je terminais, je complétais un peu l'intervention de Jacques, puisque en ce moment, sur la qualité, on est vraiment à l'heure de l'alternative qu'ont les organismes de formation, puisque le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. Donc, on est dans une alternative entre le fait de se faire référencer par les OPCA et avoir une certification, ce qui n'empêche pas d'ailleurs un organisme qui a une certification doit quand même rentrer dans la base de données que les OPCA sont en train de finaliser et qui sera ouverte le 4 janvier prochain. Donc tout ça, c'est vrai, se recoupe un peu. On en parlera, je pense, dans l'atelier qualité. Je pense que si on parle beaucoup des OPCA, et un peu moins des autres qui sont soumis à la même obligation, effectivement, c'est que les autres fonctionnent par marché, par appel d'offres, et qu'ils ont déjà des cahiers des charges dans lesquels ils spécifient beaucoup d'indications et ils reprennent, grosso modo, ils le prenaient déjà avant, les critères du décret. Or, un OPCA est amené à rembourser un achat d'une entreprise qu'une entreprise fait seule. Donc, c'est vrai que l'OPCA est particulièrement ciblé en ce moment parce qu'il fait relativement peu d'achats directement dans ses formations collectives, mais qu'il a remboursé un tas de demandes qui arrivent. Et je pense que c'est ça le point nodal, en réalité, pour lequel on parle beaucoup des OPCA. Mais bien évidemment, les autres financeurs sont soumis à la même chose. Ce qu'on entend en ce moment, c'est que les autres financeurs qui sont peu exprimés se rallieraient sans doute à l'outil, la base de données Datadoc qui est en train d'être finalisée par les OPCA. En tout cas, du côté de Pôle emploi, ça semble se dessiner. L'AGFIP, sans doute aussi. Les régions, d'abord, n'ont pas de point de vue unique et ensuite continuent à avoir leur propre cahier des charges avec des exigences qui sont assez particulières et plus spécifiques parfois. Bon, je ne relance pas sur le sujet, Jacques. Est-ce que j'ouvre le débat à la salle? S'il te plaît. Je commence. Alors moi, je vais poser la première question, parce que je la connais de la part de ceux qui sont là. Est-ce que c'est réservé aux gros? Alors, gros, c'est relatif. Il faut faire 76 000 € de chiffre d'affaires par an. Voilà. Non. Non. Ah oui, ben, Françoise, tu as raison, c'est une ancienne pratique, ça. Tu as raison, oui. AFNOR 214 fait encore ça, mais nous ne le faisons plus. Alors justement, puisqu'on parlait d'innovation et d'invention, tiens, je te remercie de poser cette question, Françoise. En fait, est-ce qu'il faut avoir des salariés permanents? Ça n'est plus le cas aujourd'hui, puisque c'est la réalité qui s'est imposée à nous. C'est-à-dire que, notamment les marchés publics, ont poussé les organismes de formation à travailler à mettre beaucoup de souplesse et de multimodalité dans leurs prestations. Et du coup, à condition... Ce qu'on va regarder, c'est qu'il peut y avoir 0 salarié, à part le dirigeant de l'organisme de formation. Parce que, par contre, nous sommes très vigilants au fait qu'il y a bien une mutualisation et une coordination pédagogique avec les intervenants indépendants. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une cohérence globale de l'organisme de formation. Bonjour. Donc Laurent l'avait dit, moi j'ai un organisme de formation dans les métiers du sport et on est habilité par la direction régionale. Donc on a un dossier d'habilitation qui nous habilite en tant qu'OF et ensuite il y a une seconde partie qui nous habilite sur le diplôme qu'on prépare. Est-ce qu'il y a ici doublon? Est-ce qu'une fois habilité par la région, ça suffit comme certification ou il faudra de toute façon obligatoirement avoir les deux? Alors là, je parle sous le contrôle de presque tout le monde ici. C'est-à-dire que si votre certificat ou votre label n'est pas dans la liste du CNEFOP, il faudra répondre aux exigences des financeurs pour les OPCA, les 21 indicateurs. François, tu confirmes? Alors, là, on n'a pas de label, on a une habilitation. J'ai une seconde question pour le cas des formateurs indépendants. Dans une autre activité, on met en relation des entreprises avec des formateurs indépendants. Pour rentrer dans le cadre de financement, il faudra être certifié. Comment un formateur indépendant peut-il se faire certifier? Alors d'abord, il y a des certificats et des labels dans la liste du CNEFOP à destination de ces formateurs indépendants. Voilà. Donc ils peuvent choisir, ça n'est pas obligatoire, mais ils peuvent choisir
de Alors, se diriger vers ces je vais certificats. donner la parole à Sabrina, qui est à côté de moi, que certains d'entre vous connaissent ou pas. Dans le réseau du FOD, elle joue un rôle important parce qu'elle est avocate et donc elle est déjà intervenue de nombreuses fois pertinemment sur ces questions. Bonjour. La pression, hein, attention. Mettons que je sois un organisme de formation avec une offre de formation quasi exclusivement faite à distance. Demain, je vais avoir donc 2 alternatives. Je ne suis pas encore labellisée. J'ai 2 alternatives. Je m'inscris dans une démarche au PQF ou, et je choisis celle-là, parce que résolument je suis convaincue et je me dis que c'est effectivement celle qui est la plus adaptée, la plus efficiente. Ou alors, je décide de me faire référencer auprès d'un des OPCA. Aujourd'hui, le sujet, c'est le Datadoc, qui est une base de données qui permet cette démarche de référencement, sachant que chaque OPCA, à l'appui de cette base de données, va pouvoir faire sa propre liste d'organismes de formation référencés. Quand je regarde les indicateurs, le travail consolidé qui a été réalisé par les OPCA, où je vois les indicateurs qualité, puisque notre thématique est bien la qualité et l'innovation. Ma question est la suivante. Est-ce que moi, organisme de formation, j'ai plutôt intérêt, parce que j'ai des outils par définition innovants et que je m'inscris résolument dans cette démarche très innovante, notamment au regard de mon offre de formation, mais aussi sur toute mon architecture administrative, parce que j'ai une plateforme très performante. Donc j'ai tous les outils et tout le panel qui va bien pour dire que je suis vraiment sur une offre de formation résolument innovante. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à m'inscrire dans une démarche au PQF ou dans une démarche de référencement ? Ma question, autrement dit, est de dire, parce que quand je regarde les indicateurs qualité qui ont été travaillés par les OPCA, je vois dans les pièces à fournir et dans les pièces justificatives que résolument, je vais assez facilement pouvoir démontrer que je réponds aux critères, parce que dans les pièces justificatives qui sont demandées, on va me demander mes indicateurs de performance, mes outils, notamment mes séquences pédagogiques réalisées à distance, mon descriptif technique de ma plateforme, qu'elle soit synchrone ou asynchrone, etc. On voit bien que sur les éléments de preuve, j'ai tout un tas d'outils qui font que mon innovation est présumée de qualité, enfin va participer à démontrer que je suis un organisme de qualité. Donc, est-ce que, et comment en fait, vous, auditeurs ISQ, vous appréhendez ces éléments de preuve et est-ce qu'en gros mes éléments innovants, mon offre de formation parce qu'elle est innovante, comment elle est appréciée par effectivement l'instructeur dans cette démarche au PQF? Est-ce que justement on pourrait dire là que finalement la FOD par rapport à des organismes de formation présentiels traditionnels, on a peut-être un temps d'avance et qu'on est présumé peut-être davantage de qualité que les autres, ou en tout cas comment dans votre travail d'instruction vous instruisez les dossiers et vous prenez en compte ces éléments comme étant des facteurs de qualité. Est-ce qu'on pourrait dire là que l'innovation, pour une fois, je dis pour une fois parce que d'un point de vue juridique, on a pu voir à quel point les freins juridiques étaient quand même largement en défaveur du développement de la FOD par rapport aux formations présentielles. Est-ce que là, on pourrait se dire que du point de vue de la qualité, et cette nouvelle exigence, là encore, les réglementaires, elle permettrait au contraire de valoriser peut-être davantage et de dire que les acteurs du FOD ont un temps d'avance par rapport aux organismes de formation traditionnels? Alors, comme je suis consultant, je suis toujours d'accord avec les gens avec qui je parle, moi. Donc, oui, vous avez un temps d'avance, et comme je suis un homme honnête, dans certains, enfin, en tout cas, potentiellement, vous avez un temps d'avance, et vous avez en tout cas un temps d'avance dans certains domaines, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il n'empêche pas qu'on puisse améliorer le fonctionnement social de l'organisme de formation. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils dans les organismes de formation qui font de la multimodalité ou qui adhèrent au FOD, qui sont pionniers parce qu'il y a des outils de mesure que d'autres organismes n'ont pas ou ne souhaitent pas avoir. Donc oui, vous êtes sans doute en avance sur plein de sujets, mais il n'empêche que l'auditeur de l'ISQ-PQF, lui, il va regarder votre dossier et voir si la cohérence globale fait que vous êtes un professionnel de la profession. On voit arriver aujourd'hui à l'EPQF des organismes qui s'appellent de formation parce qu'ils ont un numéro de déclaration d'activité. Je vous cite une anecdote. Oui, je vous cite une anecdote. À l'université d'hiver de Centrinfo, à Biarritz, une grosse boîte. Ils ont mobilisé de l'argent du CAC 40, c'est 2 anciens de chez Google, enfin, vous voyez, des trucs super à la mode sur les réseaux sociaux, non, mais c'est cool, ils viennent à l'OPQF, qui, en fait, vendent de la formation de la manière suivante, c'est-à-dire qu'ils vendent des abonnements
à des entreprises ou à des particuliers. Donc je paye 9,90 € par mois et je peux me former en ligne. C'est assez innovant. Après, on peut discuter de la pertinence et des résultats, mais en tout cas, ça existe. Et le patron vient me voir, il me dit, bon, c'est quoi cette histoire de décret qualité là? Ça coûte combien votre certificat qualité? Il nous faut pour la semaine prochaine. Donc je sais tout de suite qu'ils sont en avance sur plein de sujets en formation, mais vous voyez que cette anecdote vous montre qu'il y a un certain nombre de choses à regarder avec eux. Alors je dis, est-ce que vous avez un numéro de déclaration d'activité? Véronique, on a un numéro de déclaration d'activité, c'est quoi ce truc-là? Alors Véronique, elle dit, oui. Alors je dis, écoutez, si vous ne savez pas, j'ai une autre question. La question suivante, c'est, vous faites des BPF? Il regarde Véronique, il dit, Véronique, on fait des BPF, nous, c'est quoi un BPF? Alors elle dit, oui, je crois qu'on fait des BPF. Elle passe un coup de fil, et elle dit, oui, on a envoyé un bilan pédagogique et financier cette année. Je dis, c'est bon, donc vous avez un numéro de déclaration d'activité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sur certains domaines, on peut être en avance, d'autres moins. Et en fait, c'est un organisme de formation, j'en doute pas une seconde, qui a des progrès à faire dans un certain domaine, alors que je peux vous dire qu'ils ont un outil... sans doute que j'envierais, moi, de pouvoir utiliser. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'ai fait un oui mais, en fait, un oui et. Alors, vous demandiez aussi, qu'est-ce qui serait le mieux entre le référencement, enfin, le Datadoc et la tentative de référencement ou un certificat qualité? Bon, j'ai dit que j'essaye d'être un gentilhomme, donc je viens de l'EPQF, hein, donc ma parole est forcément soumise à caution. Néanmoins, j'ai envie de vous dire, essayez de regarder le certificat au PQF, parce que d'abord, vous aurez un certificat. C'est-à-dire la relation de confiance avec votre marché, elle peut être établie par un certificat. Le nôtre ou celui d'un autre certificateur, d'ailleurs. Si vous n'avez pas de certificat, vous allez produire un travail quasiment équivalent à celui que vous ferez pour être dans le Datalogue, sans certificat à la place. Et je rappelle que il y a une des mentions dans le décret et le discours des financeurs, c'est de dire qu'ils invitent aussi les clients des organismes de formation qui ne bénéficient pas de financement paritaire et public, ils invitent à utiliser le même genre de critères. Donc l'idée, c'est de faire monter tout le monde en professionnalisme sur l'évaluation de la qualité des prestations. Le certificat peut servir dans cette relation de confiance, bien sûr. Voilà. Et à l'EPQF, les auditeurs, ils regardent votre dossier et votre innovation pédagogique, technique, financière, avant de délivrer le certificat. Donc nous attestons du professionnalisme. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le GUE qui s'occupe du Datadoc dise qu'il atteste du professionnalisme. Il considère qu'il y a une présomption de qualité a priori. Pas la même chose qu'un certificat, mais les deux possibilités existent. Il faut rappeler qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un certificat. Jacques, tu parlais de drôles de personnes sur le marché en ce moment. Il y a des gens, dont certains qui font partie d'organismes certificateurs, qui font croire aux organismes de formation qu'il y a des formations obligatoires pour être au Datadoc et qu'il y a des certificats obligatoires. Donc bien sûr, vous savez, vous, que c'est faux, mais... Sonia, tu prends une question et je prendrai la dernière. Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire justement, est-ce que l'intérêt de la certification, elle ne se situe pas pour les demandes que l'on peut avoir en dehors des financements au cas? Je prends par exemple les appels d'offres publics. Ma question, est-ce que les appels d'offres publics font s'appuyer sur le référencement Datadoc ou pas du tout? Et dans ce cas-là, c'est plutôt l'intérêt de la certification. Sans doute, bien sûr. Mais je pense que c'est une question de vision et de stratégie de l'organisme de formation. Un certificat sérieux, il y en a plusieurs, hein, bien sûr. Un certificat sérieux, il permet à l'organisme de formation de mobiliser son équipe dans une démarche d'amélioration continue. Voilà. Tous les ans, on remet une partie de son activité sur l'établi pour voir si on continue à faire de l'amélioration. Tous les 4 ans, on renouvelle. Vous voyez, c'est pas dire du mal du Datadoc de considérer que en fait, c'est une déclaration a priori, une présomption. On peut faire ça. D'ailleurs, beaucoup d'organismes de formation vont le faire. C'est une étape sans doute. C'est-à-dire que ça permet de se mettre en conformité avec des financeurs. Donc,
il faut le faire. Et souvent, remplir les 21 indicateurs du Datadog, ça permet de se poser des questions, comme le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, qui dit « Véronique, c'est quoi cette histoire de... » Voilà, donc ça permet de se poser des questions. La certification, ça permet d'aller au bout de la démarche et de la maintenir vivante dans le temps. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Après, il faut répéter. Allez, je prends la dernière question et après on lance le travail des ateliers qui durera jusqu'à 13h. Et à 13h, on se retrouvera pour déjeuner comme hier. Hein. Oui, je suis consultant indépendant depuis 15 ans et je travaille dans une société de portage, qui est une des plus anciennes sociétés de portage du marché, Links Consultant, qui travaille sur une démarche de professionnalisation à partir de clubs experts. Alors, on est complètement partagé dans les sociétés de portage, chez les indépendants, sur les démarches de certification. Oui. Aujourd'hui, on nous pousse en tant qu'indépendants de se faire certifier individuellement par l'ICPF, hein, en sachant que le coût de la démarche et l'effort est assez colossal. Il y a certaines sociétés de portage qui ont une certification de type OPQF, mais en plus, on incite les indépendants à se faire certifier de manière individuelle. Bref, c'est la jungle. C'est complètement illisible pour les indépendants. Et moi, j'ai une question très simple. Est-ce que l'objectif du jeu n'est pas de purger le marché, tout simplement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'indépendants, on estime qu'ils sont très nombreux, et on voudrait tout simplement purger le marché et faire en sorte qu'il n'en reste qu'une petite minorité. Et moi, je me pose la question si c'est la bonne démarche, tout simplement, parce que la qualité s'appuie sur l'expérience. Bon, ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, quand on voit les contradictions au niveau des démarches, on se dit c'est avant tout peut-être du business. Et là, moi, je me pose la question. OK. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez d'aborder, cher monsieur. D'abord, en aparté, j'aurai l'occasion de dire des tas de choses désagréables sur le Datadog, le référencement, le décret, etc. En aparté, c'est au déjeuner. Exactement, oui. Il faut louer le travail de ce GIE qui a préféré l'esprit à la lettre, et notamment dans le Datadog, tout ce qui ne concerne pas l'organisme de formation, un prestataire indépendant est un organisme de formation, tout ce qui ne concerne pas le prestataire ou l'organisme de formation, il suffirait de cocher pas concerné, etc. Donc il y a vraiment la volonté de garder l'esprit et pas la lettre. Donc même si on pouvait craindre, et même si le président de la République avait dit à un moment qu'il y avait trop d'OF, etc., et qu'il allait faire le ménage, passons. Je ne pense pas que ce soit l'objet de faire le ménage. Voilà, c'est pas l'objet. Les méchants sont mis en ordre de marche pour répondre à toutes les exigences. Par ailleurs, en ce qui concerne les sociétés de portage, comme tout le monde le sait, c'est une nouvelle branche professionnelle depuis peu. Et la plupart d'entre elles viennent voir le PQF. En fait, on est en train de faire monter tout le monde en professionnalisme. On est en train tous de monter en professionnalisme. Je vous donne 2 anecdotes. Vous voulez que je vous raconte encore une anecdote courte? Oui. Conclusion. Conclusive. Conclusive. Les sociétés de portage venaient en nous disant « Je veux un certificat au PQF parce que j'ai 400 portés qui font de la formation professionnelle. » Et du coup, on avait le catalogue de formation de la Ségos parce que le consultant travaillait pour la Ségos et qui se faisait rémunérer par la société de portage. Donc ça, vous vous rappelez, nous, on certifie une cohérence globale. Donc on a commencé par certifier l'activité de formation Links Formation, qualifiée au PQF. On a commencé par certifier la partie formation de la société de portage, c'est-à-dire les formations qu'elle délivrait avec son propre numéro de déclaration d'activité pour ses consultants ou pour le marché extérieur. Voilà. Et voilà, c'est un peu un scoop, mais enfin, il est question qu'on crée un office de qualification des sociétés de portage avec une instance dédiée pour votre employeur. Donc, voilà, je ne sais pas si ça... J'ai fait le plus court possible. Merci Jacques, que l'on peut applaudir. Merci.